Alors, quand j'étais petite, j'avais une ambition. Je voulais être interprète du président de la République. Alors, l'ambition, c'est je dirais, un trait de caractère qui tient à mon terrain familial. Être quelqu'un, gagner de l'argent, avoir un bon métier, c'est vraiment des valeurs qui ont porté mon éducation et je remercie mes parents quand même d'en être arrivés là où je suis aujourd'hui. C'est en partie grâce à eux. La difficulté par contre, c'est des valeurs qu'on inculque à des enfants, à ses enfants, en l'occurrence moi. Et alors tout ça, je dirais, avant d'en venir à ça, un petit détail, c'est dans mon précédent poste, dans mon précédent boulot, j'avais un surnom, c'est le Charles Leclerc. Alors le Charles Leclerc, c'est tout simplement parce qu'on me disait que j'étais intouchable, indestructible, qu'il ne pouvait rien m'arriver. Et alors c'est sûr, vu comme ça, 1m80, je suis là devant vous, j'ai l'air solide, j'encaisse. En général d'ailleurs, j'encaisse, je veux être redevable de personne, je veux foncer, je veux faire mon bonhomme de chemin et voilà. Alors tout ça mis dans un petit pot, il se passe quoi entre les valeurs et la personnalité? Ça m'a amené sur un chemin, mine de rien, pas tellement agréable. C'est celui de la désillusion. La désillusion d'avoir des valeurs convenables, des convictions, des croyances, mais qui en fait ne me convenaient pas. Et du coup, ça ne me convenait pas et il a bien fallu que je change mes plans. Alors avant de vous expliquer où j'en suis venue, avant de changer mes plans, je vais vous inviter à remonter un petit peu le temps. Il y a quelques années, j'ai 29 ans, j'ai un boulot d'enfer, j'organise avec une équipe vraiment de gens extrêmement bien, j'organise le cul d'un événement où je fais de la programmation, voilà, je rencontre des gens extraordinaires, des dessinateurs, des comédiens, des designers, des grands directeurs, je kiffe. Donc ça c'est mon boulot. Et puis j'ai une maison, j'ai un chéri, j'ai une petite fille, tout va bien, j'ai vraiment une vie à 29 ans, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais il y a cette ambition qui est là. Et cette ambition qui est là, elle se révèle en fait à passer. J'ai envie d'évoluer professionnellement, comme tout le monde. Mais il y a l'ego aussi, il est bien présent à cette époque, mon ego. Il a été revu un petit peu depuis, mais il est bien là. Et j'ai envie d'évoluer. Et là, j'ai envie de passer le concours de la grande école. Je vous le donne en mille. Le concours de la grande école, c'était le concours de l'ENA. Concours de l'ENA. J'ai 33 ans. Étant plus jeune, je voulais faire du foot, mais j'avais 2 pieds gauches. Donc je devais changer de projet. Et j'ai fait de l'aïkido. Et là, c'est mon père qui m'a inscrit, comme on a une famille de 4 enfants, j'étais l'aîné et j'habitais dans une cité, je devais apprendre à me défendre. Donc mon père m'a inscrit, c'était un sport de combat assez intéressant, mais moi je voulais un sport d'équipe, avec un but. Donc j'ai fait les interclasses, je suis arrivé au collège, et j'ai découvert le handball. Et c'était un sport simple parce qu'il fallait utiliser la main, et c'est plus simple que les pieds. Et un mois après, il y a eu les interclasses de handball. Et là, il y a un professeur qui m'appelle et qui me demande de jouer dans son club. Avant, je demande l'autorisation à mes parents. Forcément, mon père est d'accord, ça me permet comme je reste pas à la maison. Et après, tout s'enchaîne. Donc moi, je me dis, mon objectif est très clair, c'est atteindre l'équipe de France jeune. Donc voilà, dès que j'ai commencé ce sport. Sauf que pour y arriver, il faut beaucoup de travail. Donc chez moi, quand mes parents étaient pas là, je travaillais tout seul, je faisais mes abdos, je sautais, je cassais quelques lampes, mais bon, ça allait. Et je trouvais que ma progression n'était pas assez rapide. Donc avec des amis, on décide de s'incruster carrément en équipe du Bas-Rhin. Donc on est 4, on arrive devant les staffs, et ils nous demandent, mais pourquoi vous êtes là? On dit, ouais, non, on veut jouer avec vous. Ah non, c'est pas possible, vous n'êtes pas sélectionné. On fait, oui, mais on peut faire un test. Ok, on garde juste les meilleurs d'entre vous le matin, et l'après-midi, vous repartez. Comme j'étais déjà le plus grand, et gaucher, parce que gaucher c'est très rare au hand, finalement ils m'ont gardé. Et là, c'est le début de mon histoire. On m'avait diagnostiqué
que j'étais nul. Oui, ce diagnostic s'est manifesté de la façon suivante, c'est que j'étais en CM2, que j'avais déjà redoublé, et à ce moment-là, il y avait que deux possibilités, soit aller en 6e classique ou 6e de transition. Alors, on est moins de 20 ans, ça ne parle peut-être pas 6e de transition, hein, c'est-à-dire c'est l'école des nuls. En alsacien, mon père, je me rappelle très bien, il disait « Esselschule, l'école des ânes », traduction littérale. Alors j'ai fait la 6e de transition et 5e de transition, donc j'étais étiqueté comme nul. Et à l'issue de ces 2 années, encore une fois, il y avait 2 options, la vie active ou faire un CAP. Mais je ne me voyais pas encore, à même pas 14 ans, d'aller travailler et de faire plus que ça. Donc j'ai fait un CAP, et un CAP pas loin d'ici, à Molsheim, en électricité, électromécanique. Et j'avais un prof d'électricité qui, tous les lundis matins, nous faisait son cours. Et la première, ou même les 2 premières heures, c'était souvent, il nous partageait sa vision, sa philosophie, sa vision de la vie. Et je me rappelle d'une chose qu'il avait dit à l'époque, c'était « L'avantage des pauvres sur les riches, c'est que nous, les pauvres, nous pouvons rêver d'être riches. » J'avais bien aimé ça, et c'est vrai, peut-être que ça continue à valider comme quoi j'étais parmi les nuls. Malgré cette étiquette de nul, eh ben, 13 années plus tard, je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur. Où là, c'est rigolo, t'as toujours l'examen avec la rencontre à laquelle je m'attendais pas. Un collègue, oh, Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Je passe le concours de l'ENA, enfin le concours d'entrée, voilà, il y avait une préparation, je vais pas rentrer dans les détails. Et là, je le vois, moi super, ouais, j'ai pas révisé, mais bon, c'est pas grave et tout. Je sais pas pourquoi, j'avais une vieille intuition, je me suis dit, je le sens pas, moi j'ai bossé comme une folle depuis des mois. Et là, je le rencontre lui, je me dis, tu vas voir, il va se passer ce qui va se passer. Il va se passer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui, il a été admis, et moi, j'ai pas été admise. Mais je suis quand même, j'ai un esprit fair-play, hein, je suis du milieu du sport, je le félicite quand même, parce que faut être sympa avec ses collègues. Non, moi j'ai la haine intérieurement, honnêtement, hein, je suis juste dégoûtée, je culpabilise parce que ça fait 4 mois que je vois plus ma gamine. Et mon conjoint, il se dit, bon bah voilà, t'as essayé, t'as pas réussi, je me questionne énormément. Je me questionne énormément sur est-ce que je continue pas. Et puis les mois passent, et puis au bout d'un moment, je suis perdue. Je suis perdue parce que je me dis, est-ce que j'y retourne? Et je suis perdue, et du jour au lendemain, il se passe un truc assez extraordinaire. C'est que je me supporte plus moi-même d'avoir échoué, parce que j'ai honte au final d'avoir échoué, hein, tout simplement quand on a une ambition qu'on ne réalise pas, c'est vraiment le sentiment que je ressens. Et surtout, au-delà de ça, c'est que je veux plus rien entendre, je supporte plus ce qu'on me dit, mon boulot, tout ça, ça fait plus sens. J'avais tellement, je dirais, projeté une ambition à travers cet examen-là, que le fait d'échouer, ça remettait tout en question. Et je pouvais donc plus rien entendre. Mais je pouvais plus rien entendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis devenue sourde. Et puis, au-delà de ça, j'avais des vertiges aussi. Pour vous imaginer ce que ça veut dire, juste physiologiquement, il s'est passé quoi? Alors, vous imaginez, quand ça tanguait, c'était genre sur un bateau, vent force 12. Et en même temps, c'est comme si vous vous étiez enfoncé une boule qui est trop profonde d'un côté, et vous aviez un aspirateur dans l'oreille droite, mais un vieux Dyson, le truc qui fait tout le temps. Donc, même dans le silence, vous n'y êtes pas dans le silence, vous supportez plus rien, le bruit, vous dormez plus. Imaginez les réunions au boulot, les conversations téléphoniques, c'est pas gérable. Concrètement, quand je suis allée voir mon médecin, il a mis quoi sur l'arrêt de travail? État dépressif. J'ai fait un burn-out à 29 ans. À 29 ans, faire un burn-out, c'est juste pas concevable pour moi. Pour l'équipe de France Jeune. Là, c'est ma première sélection. Là, je suis le garçon le plus heureux, et c'est parti. Et ce qui se passe, en fait, c'est un tournoi international qui était en Allemagne à Merzig. Et on a regroupé les 16 meilleurs joueurs français. Nous sommes tous à Paris, et on partait en Allemagne. Et là, je rencontre les Karabatic, les Abalo,
et toutes les stars du handball du moment. Et là, le coach me dit clairement, allez, je te fais confiance, c'est parti. Donc il nous donne le matériel, donc un équipement porté déjà avec le maillot d'équipe de France, c'est énorme. Je sais pas l'association que je peux pas vous la décrire, mais on travaille pour ça. Et le fait qu'on vous le donne, c'est vraiment un honneur. Et en plus, il y a la Marseillaise. Alors là, je peux vous dire que c'était vraiment des souvenirs qui remontent. Et avant le match, on joue contre le Danemark et le coach me dit, Farrell, tu débutes. Donc en plus, je suis titulaire devant Lucas Ballot et je joue à côté de Nicolas Karabatic. Donc tout se passe bien. Première action, forcément je panique un peu, je bégaye un peu mon jeu, ça se passe pas bien. Mais après, je fais un 4 sur 5, tout se passe bien et là je suis dans un rêve. Et la compétition continue, mais petit à petit mes performances diminuent. Et là je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être le début en fait de quelque chose. Et à la fin de la compétition, il y a le coach qui regroupe tout le monde et qui donne en fait un fanion aux joueurs qu'il a vraiment appréciés, qui ont vraiment progressé, ou ceux qui étaient vraiment satisfaits en fait de leur prestation. Donc le coach m'appelle et il me dit, voici le fanion de l'équipe du Danemark, l'équipe à laquelle on avait joué, et il me dit, ouais, c'est pour te féliciter de ta prestation et aussi pour te dire de continuer comme ça. Sauf que moi, mon objectif était très clair, c'est d'avoir une sélection en équipe de France. Après, là, j'ai essayé d'avoir d'autres sélections, mais c'était de plus en plus difficile. Mais j'ai quand même intégré le centre de formation de Célestat. Et là, petit à petit, le club commence à m'appeler, mais les performances ne sont pas là. Donc, je fais que des demi-saisons. Forcément, des demi-saisons, le coach ne fait pas appel à toi. Et puis, beaucoup de déceptions, tout ce travail pour rien. Assez triste. Mais bon, c'est pas grave, je continue. Petit à petit, en fait, après, j'étais quand même appelé en sélection, mais pas avec l'équipe de France, mais avec mon pays d'origine, qui est le Congo. Donc, à partir de 21 ans, en fait, il y a le Congo qui m'appelle, et je fais la Coupe d'Afrique en 2006. Et là, je passais mon bac. Donc là aussi, c'est encore une grande fierté. Et aussi pour mes parents. Mais je fais une prestation assez moyenne. C'est-à-dire que j'étais le plus jeune de l'équipe, forcément aussi le plus grand. Mais c'était pas ça. Donc finalement, je n'ai pas été rappelé. Et donc là, je me dis, pour lancer ma carrière, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé de revenir dans mon club formateur qui est la Robertso. Et là, pareil, je fais que des moitiés de saison. Les performances ne sont pas au rendez-vous. On attendait plus de moi, mais j'y arrivais pas. Et je comprenais pas. Donc j'ai fait 2 saisons assez mitigées, assez moyennes. Et je me suis dit, bon, allez, il faut repartir encore. Là, j'étais en BTS et il y a un club dans le sud qui m'appelle. Donc je décide de vivre dans le sud, près de Cannes. Et là, je retrouve des amis avec qui j'étais en sport-études, des Strasbourgeois qui étaient là-bas. Et c'est parti, j'essaie de relancer ma carrière. Et là, pareil, moitié de saison, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et finalement, on finit comme champion de France. Champion de France, on monte en division supérieure, mais il y a un truc qui allait pas, ça me plaisait pas. Je trouvais pas la solution, mais je continue à jouer, je suis revenu à Strasbourg. Quand je suis revenu à Strasbourg, aucun club ne voulait de moi, parce que forcément j'ai pris de l'âge. Et c'est plus intéressant pour des clubs de payer des joueurs jeunes. Donc je décide d'arrêter une année. J'arrête cette année et je retrouve un club l'année d'après, qui était en pré-national. C'est équivaut à la 6e division française, il me semble. Et là, je me dis, ça va relancer. Et là, non. Grosse blessure, ligament croisé. 6 mois de réduc. Donc là, j'y arrive pas. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je sais pas, dans la tête ça va pas, je sais pas ce qui se passe en fait. Donc je trouve une solution, mais je la trouve pas. Et à côté de ça, j'étais assistant d'éducation pendant 5 ans, et je cherchais quand même un boulot à côté, parce qu'avec le handball, c'est pas professionnel, c'est pas professionnel en fait. On est obligé d'avoir un boulot à côté.
mais je ne trouvais pas ce boulot. J'envoyais que des CV, personne ne voulait de mon profil. Donc au bout de 5 ans, j'ai décidé, si personne ne veut de moi, c'est à moi de créer quelque chose, un truc qui me ferait plaisir. Donc j'ai trouvé l'idée, et je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Et avec mes amis, je leur ai expliqué, je leur ai dit, ça leur a plu, et je me suis dit, j'y vais à fond et je vais voir ce que ça donne. Et donc après, à côté, j'ai quand même rejoué au handball en Allemagne, pour finir quelque part, en fait, pour finir sans blessure. Et en Allemagne, c'était pareil. En fait, des demi-saisons, ça ne fonctionnait pas. Donc au bout de 3 ans, j'ai arrêté, et j'ai arrêté le handball à 30 ans. C'est vachement tôt, en fait, pour un sportif, mais j'en avais besoin. J'avais besoin d'arrêter, de penser à autre chose. Et là aussi, diplôme d'ingénieur, plus le service militaire, donc j'avais 26 ans quand j'ai commencé la vie active, au lieu de 14 ans. Là, pas de problème avec un diplôme d'ingénieur dans les années 80 de trouver un emploi, pas comme aujourd'hui. Et j'ai tout de suite trouvé un emploi, j'ai fait une période d'essai de 3 mois, elle a été renouvelée, mais elle n'a pas été confirmée comme un contrat à durée indéterminée. Encore une fois, confirmation que finalement j'étais pas fait pour travailler dans ce poste-là. À l'issue de cet emploi, j'étais au chômage, et là aussi, il y avait encore pas mal d'offres, et j'avais 2 options à nouveau, aller à Paris ou aller à Munich. À Paris, c'était Alcatel, à Munich, c'était l'Office européen des brevets. Et bizarrement, mon choix était vite fait. Je dis bizarrement parce que je suis balance, donc c'est pas toujours évident de faire des choix. Mais bizarrement, mon choix était facile, mais le plus dur était d'annoncer mon choix à mes parents. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais opté pour l'option Paris, mon père ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre que je refuse un job de fonctionnaire européen avec des conditions, des avantages et surtout un salaire qui était pratiquement le double de ce qu'on me proposait à Paris. Mais voilà, c'était mon choix. T'es nul, quoi. J'étais nul. J'aurais peut-être dû écouter mon père. Et alors, j'arrive chez Alcatel, et quand vous commencez un travail dans une société, les premières semaines, les premiers mois, c'est toujours très, très sympa, on fait de nouvelles connaissances, très rapidement, on découvre le métier, mais au bout de quelques mois, je sentais que ça n'allait pas, j'étais pas à ma place, et ce qui fait que j'ai quand même tenu 3 mois, parce qu'il faut 3 ans, pardon, et au bout de 3 ans, j'ai cherché un autre job dans une autre société. Je suis parti pour fuir l'entreprise où j'étais. Je ne parle pas de la société en elle-même, d'Alcatel, mais du poste que j'occupais, j'étais pas à ma place. Arrivé dans cette nouvelle société, pareil, même scénario. Les premiers mois, pareil, nouvelle découverte, c'était sympa, mais très rapidement, je voyais que j'avais pas conscience à l'époque que finalement, j'étais pas à ma place. Et j'ai renouvelé cela encore 2 fois, jusqu'à ce que je découvre un jour que je ne suis pas fait pour ce métier que je faisais à l'époque. Et j'ai donc suivi une formation en communication, c'était en janvier 95. Pour moi, c'était une révélation. J'étais plutôt du genre timide, introverti, et en janvier 95, très mal dans ma peau. Et donc j'ai suivi une formation de prise de parole en public qui était étalée sur plusieurs semaines. Et le premier soir, il fallait se présenter. J'ai attendu le dernier moment. J'étais le dernier à se lever pour se présenter devant 40 personnes. Je bafouillais, j'ai parlé vite, je ne suis pas sûr qu'on ait compris quoi que ce soit. Mais à la fin, quand je me suis retourné à ma place, mon cœur qui battait la chamade s'est calmé tout doucement. Et j'ai vu l'intervenant intervenir tranquillement, parler posément, avec confiance. J'ai dit, je vais prendre sa place. Sachant que ça fait que 6 mois plus tard, j'ai démissionné. J'ai démissionné et j'ai annoncé cela à mes parents le 31 juillet à 15h. Je me rappelle très bien. Parce que, en annonçant cela à mes parents, je vois encore mon père qui se lève, qui ferme la porte de la cuisine. À l'époque, elle donnait sur la rue, et donc c'était ouvert. Il ne comprenait pas que je démissionne d'un emploi. J'avais un niveau de salaire qui était plutôt confortable, et je démissionne pour aller vers un peu l'inconnu, me former devenir formateur, consultant. Ce qui m'a permis de faire ce saut un peu fou,
c'est que jusqu'à l'âge de 35 ans, je fonctionnais plutôt en mode j'avais peur de l'avenir. Quand j'ai commencé à travailler, ben, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai même pas osé acheter un appartement parce que prendre un crédit, il faut rembourser le crédit. Je n'ai pas osé faire cela, pourtant je payais un loyer qui était conséquent. Donc j'avais de l'argent de côté. Donc je suis passé d'un mode de peur à plein de possibilités. Parce que tout l'argent que j'avais m'a permis de me payer toutes les formations que j'avais envie, que j'ai découvert. Ce qui fait que ça a duré 1 an, 2 ans comme ça. Et puis bien sûr, à un moment donné, l'argent ne restait plus grand chose. Et à ce moment-là, je me suis mis à mon compte. Et tout doucement, le travail commençait, un peu comme Rémi et Farrell. Au début, l'activité n'est pas là à 100%, il faut bien vivre. Et c'est juste au moment où il ne restait plus grand-chose que l'activité commençait à démarrer. Elle a démarré, et l'argent que je gagnais, chaque fois que je gagnais de l'argent, je me payais d'autres formations, d'autres congrès, et ainsi de suite. Ça a duré quelques années, jusqu'au 14 février 2010. 14 février 2010. Là, j'ai fait un burn-out, un peu comme Rémi, mais pour moi, ce burn-out s'est manifesté du jour au lendemain. Je n'avais plus d'énergie, ni physique, ni psychique. Pendant 1 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu m'interroger si cette ambition était vraiment la mienne. Alors j'ai questionné des hommes, des femmes surtout, pour savoir comment elles avaient géré tout ça. Et puis, je repense à certains collègues aussi. On a toujours des anges gardiens autour de soi, qu'on voit pas forcément ou qu'on veut pas écouter. Et ces anges gardiens, ils s'appellent Françoise, ils s'appellent Marc, ils s'appellent Emmanuel, et ils me balançaient des petites phrases comme ça, mais t'es sûr que c'est fait pour toi? Lâche la prise, t'es trop souvent au téléphone. Ça, c'est une phrase qui veut rien dire, mais juste si il y avait un trou. Et aujourd'hui, donc ces anges gardiens-là, c'est important je dirais, de les voir. Alors juste le cheminement pour m'en sortir, je ne l'ai pas fait toute seule. Je suis allée voir une acupunctrice. J'avais pas 3 aiguilles dans les oreilles, que déjà j'étais une madeleine dans la salle d'attente. J'ai fait un voyage grâce à un instrument de musique qui m'a fait partir en vacances avec une art thérapeute. C'était vraiment extraordinaire. Et donc après tout ça, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi? Est-ce que tout ça me correspond? Et puis j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, mais ces obligations là de carrière, est-ce que c'est vraiment les tiennes? Pourquoi tu te crées tout ça? C'est pas forcément ce dont tu as envie. Toi, c'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi le sens que tu veux donner à ton existence? J'ai beaucoup de projets, toujours, en même temps, de préférence. Et ce qui se passe, c'est que je regarde un petit peu, je fais la sélection de ce qui compte pour moi, de mes essentiels. Et je vois que j'aime ma famille, mes enfants. J'ai pas fait des enfants pour ne pas les voir. J'ai des passions, je fais beaucoup de musique et je me dis qu'au final, si j'avais réalisé cette ambition, j'aurais dû abandonner des choses qui comptent vraiment, vraiment pour moi. Alors la moralité de cette histoire, c'est qu'en fait, ce que je pensais bien, les valeurs auxquelles je croyais, ne me correspondaient pas. Et ça, c'est difficile à admettre, c'est difficile de s'en détacher. La question que je me suis posée, à savoir qu'est-ce qui compte pour moi, ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est d'accepter les réponses. Et c'est pas forcément celles qui nous font le plus plaisir. Par contre, c'est celles qui vont contribuer à votre bonheur. Et en tout cas, ça a contribué au mien. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout remis à plat. Je voyais mes points forts et j'ai essayé de créer quelque chose avec ces points forts. Et dès que j'ai trouvé la solution, ça y est, je suis parti. J'étais au Pôle emploi. J'ai demandé, mais bon, forcément, ils n'ont pas aidé. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller de parler aux gens. Et après, cette boîte, je me suis dit, je vais la créer avec l'expérience que j'ai eue en tant que sportif. Donc, je connaissais mes erreurs. Et en fait, mes erreurs, c'est que je me suis isolé. Je ne croyais pas en moi. Et mon objectif, en fait, il était... je ne voulais pas dépasser mes limites. En fait, je suis resté sur mes acquis. Alors que non. Et je me suis aussi menti à moi-même en me disant, oui, j'ai atteint l'équipe de France jeune. Je pouvais faire plus. Mais je me suis dit, non, j'ai atteint ce que je voulais. Et c'est là, en fait, le début des... Ça, c'était la première étape pour pouvoir m'en sortir. L'acceptation. La deuxième étape,
Et comme l'a déjà dit Rémi aussi et Farrell, c'est demander de l'aide. À partir de ce moment où j'ai accepté que ça pouvait m'arriver, j'ai commencé à demander de l'aide autour de moi. J'ai appelé ma marraine, Yvette. Elle a toujours été d'un grand soutien. Elle m'a toujours aidé dans la vie, m'a toujours encouragé. Et je lui ai parlé de mon état. Et au moment où on échange, il y a son mari, Eric, qui passe, qui entend et comprend ma situation. Il prend le téléphone et il dit « Francis, ce que tu vis là, je l'ai vécu il y a plus de 20 ans. » Et que le simple fait que j'entende ça, je dis « Mais il est encore vivant. Oh, je vais pouvoir m'en sortir. » Ces simples paroles m'ont permis de retrouver l'espoir pour pouvoir m'en sortir. Et je me rappelle très bien qu'après, il a rajouté, ce qui l'a aidé, c'est la méthode Coué, donc pensée positive, le yoga et l'homéopathie. Parce qu'il faut savoir que les consultations chez les médecins, anxiolytiques, antidépresseurs, enfin anxiolytiques surtout au début, et somnifères et tout ça, ça m'a rendu encore plus malade. Mais ces paroles, simplement le fait que de savoir que quelqu'un d'autre est passé par là, qu'il a accepté de montrer sa vulnérabilité, m'a permis de m'en sortir. Parce que le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est ça, c'est d'accepter notre vulnérabilité. Nous ne sommes pas parfaits. Et un peu comme Rémi qui dit, voilà, je sais tout, ben moi je suis sorti de diplôme d'ingénieur, je pensais que ça tout savoir. Je me rappelle encore très bien quand j'étais en maths sup, donc quand je suis arrivé en école de mathématiques supérieure, le premier soir, le surveillant général nous a fait un discours en disant, vous faites partie de l'élite de la France. Oh, c'est vrai, je suis le meilleur, je sais tout. Eh oui, non, on a beau faire peut-être partie de l'élite de la France, mais enfin bon, on est des êtres humains avant tout. Et effectivement, ce burn-out m'a permis de prendre conscience d'abord que je suis comme tout être humain, vulnérable. Alors mes plans aujourd'hui, c'est quoi? Alors il y avait toujours cette ambition, mais j'ai changé de travail, bien sûr. J'ai mis un petit peu de temps, 2 ans pour le faire. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est les gens, c'est vous, c'est partager, c'est ressentir, c'est faire des choses nouvelles, utiles. Ce que je fais aujourd'hui, j'estime que c'est utile. Je m'occupe d'un événement qui est pour moi magique. J'écris, je fais des histoires pour enfants parce que j'aime écrire, parce que j'aime raconter des histoires. Je fais beaucoup de musique. Et puis, les principes de vie qui me régissent aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est les autres. En fait, l'ego a été un peu complètement, je dirais, détruit, et pour la bonne cause, puisque désormais, ce qui vraiment... et je vais vous citer un petit exemple d'une collègue de travail qui m'a dit un jour, parce que là où je suis aujourd'hui, j'essaie justement d'apporter le fait de voir le bon côté des choses, d'être détaché par rapport à certaines situations, ne pas forcer aussi, on peut pas forcer les choses, dire ce qu'on ressent et ouvrir le maximum de portes possibles à condition de ne pas se coincer les doigts dedans, faut faire attention quand même. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs projets que je fais à mon rythme, sans forcer et en lâchant la prise, ça c'est vraiment fondamental. Et parce qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est vraiment important de voir les choses du bon côté malgré cet échec-là, parce que j'estime aujourd'hui que je suis tombée très bas, mais je suis remontée bien plus haut. Donc voilà, donc maintenant c'est reparti et j'ai créé une boîte. Ça fait 2 ans que je la fais, ça fait 8 mois maintenant qu'elle est immatriculée. Ça fonctionne bien, ça me plaît vraiment. Je rencontre vraiment des gens qui sont vraiment super. Et surtout en Alsace, c'est vraiment un potentiel énorme. Donc les gens, ils m'expliquent ce qu'ils font et j'adore échanger avec eux. Donc voilà, voilà mon histoire en gros, c'est que même s'il y a un échec, il y a toujours moyen de rebondir, et surtout il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas se mentir à soi-même, si on veut quelque chose, il faut vraiment se donner les moyens. Et comme a dit avant Rémi, c'est vrai que ça ne marche pas une fois, ni 2, ni 3, mais il faut continuer. Il faut garder le sourire parce qu'à un moment ça paye. Ça paye que oui ou non, je ne sais pas comment, mais ça paye. Donc si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et surtout, ayez confiance en vous. Et voilà, en gros, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est important, les erreurs dans la vie, nous en ferons toujours. Et je me rappelle très bien Groucho Marx qui disait « Si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. » Et je pense que si j'avais à refaire ma vie, je ferais les mêmes erreurs sûrement,
peut-être plus, et j'espère aussi plus tôt, mais avant tout, l'erreur maintenant dans les décisions à venir et les décisions que je prends depuis 2010, c'est que j'ose toujours aller de l'avant, dans des directions nouvelles, et en même temps, je cherche à mettre en place des protections pour que, ah oui, maintenant je n'ai plus 33 ans comme Pharrell, un petit peu plus âgé maintenant, quoi. Merci beaucoup.